Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Une attaque sans précédent du Hamas qui a pris Israël par surprise dans la matinée du samedi 7 octobre. Le nombre de morts et de blessés ont déjà atteint des niveaux historiques alors que les affrontements semblent se poursuivre également dans la région de Gaza. On revient ce matin sur ce nouveau chapitre du conflit israélo-palestinien avec mes deux invités que je vous présente immédiatement. Alain Diekov, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur du CERI Sciences Po, directeur de recherche au CNRS. Vous avez longuement étudier Israël et les questions que pose aujourd'hui la sécurité de l'État hébreu, le contexte régional. Laetitia Bucaille, bonjour, professeure de sociologie, membre de l'Institut universitaire de France, chercheuse au Centre d'études en sciences sociales sur les mondes africains, américains et asiatiques. Et vous êtes plutôt intéressée, disons, au monde palestinien et à la situation dans les territoires. Laetitia Bucaille, cette attaque était-elle prévisible ? Pas du point de vue des Israéliens, c'est sûr. Et on assiste donc à des attaques sans précédent qui frappent évidemment les esprits, alors qu'on a un gouvernement de droite, d'extrême droite, qui n'a jamais été aussi à droite en Israël. Donc c'est tout le paradoxe d'avoir un gouvernement aussi à droite et une attaque qui déstabilise tellement Israël, qui frappe tellement durement Israël. Et on est dans un contexte où le rapport de force est tout à fait nettement en faveur des Israéliens. C'est-à-dire que les Palestiniens n'ont jamais été dans une telle position de faiblesse. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un peu compliqué, on a d'un côté, en Cisjordanie, l'autorité palestinienne gouvernée par Mahmoud Abbas. Il faut rappeler effectivement qu'il y a une division politique parmi les Palestiniens. Oui. Donc, d'un côté, cette autorité palestinienne issue des accords d'Oslo, Mahmoud Abbas, qui coopère avec Israël, qui coopère notamment dans le domaine de la sécurité, mais qui n'a rien obtenu en matière de souveraineté en échange. Et de l'autre côté, le Hamas, qui avait gagné les élections en 2006 et qui, à l'issue de rapports de force avec le Fatah, donc le parti de l'autorité palestinienne, le mouvement dont est issu Mahmoud Abbas et Yasser Arafat, a mis dehors les gens du Fatah à Gaza et gouverne Gaza depuis 2007. Donc l'acteur palestinien est morcelé, impuissant. Gaza, c'est un siège complet, un double siège du côté imposé par les Israéliens et les Égyptiens. Donc très peu de choses qui rentrent et qui sortent, en tout cas de manière légale. Et on était dans un statu quo ou une aggravation du statu quo pour les Palestiniens, puisqu'on avait à la fois une Cisjordanie grignotée par la colonisation et par un gouvernement d'extrême droite qui laissait les mains libres aux colons, et puis une remise en cause du statu quo sur les lieux saints Jérusalem. Alain Diekov, votre point de vue ? Alors, je partirais peut-être de ce que Laetitia vient de dire. Alors c'est vrai que d'un point de vue, disons, institutionnel, les Palestiniens sont divisés, mais ce que l'épisode terrible qu'on connaît depuis samedi dernier montre, c'est que le Hamas a montré une incroyable capacité d'initiative pour répandre la terreur finalement, pour frapper tous azimuts, avec des roquettes d'un côté, entre 3000 et 5000, c'est énorme. C'est énorme, mais aussi évidemment en envoyant ces hommes de main, massacrer des actes Israéliens. de terrorisme perpétrés. Oui, mais il faut essayer de visualiser un petit peu la chose, si vous voulez. Ils ont été en mesure d'ouvrir à 3 endroits. Donc la bande de Gaza est en effet ceinturée sur 2 côtés. Ça ressemble à quoi, la bande de Gaza ? La bande de Gaza, c'est en gros à peu près entre 15 et 20 km de large et 60 km de long. Complètement au sud d'Israël, sur la péninsule du Sinaï, touchant le début de la péninsule du Sinaï et donnant sur la Méditerranée. Ça fait 365 km² pour être précis. Sur 3 de ces points qui étaient contrôlés par Israël, dont le plus connu est Erez, qui est tout au nord, les Palestiniens ont été en mesure de prendre d'assaut ces trois points frontières et de passer de l'autre côté. Et c'est ça qui est quand même absolument inédit. Et ensuite, dans une opération qui n'a pu être que mûrement
concertée et programmée depuis des mois, eh bien oui, répandre la terreur dans les kibbutzim, dans les villes qui Donc les se kibbutzim, trouvent. Donc les kibbutz, kibbutzim, ces petits villages communautaires qui sont pour ceux qui y sont déjà allés, c'est à 1 kilomètre, c'est parfois même 500 mètres de la barrière dite de sécurité. Laetitia Bucaille, pour présenter les protagonistes, le Hamas, qu'est-ce que c'est? On a parlé des brigades Al-Aqsa. Pouvez-vous nous dire de quoi il s'agit? Juste, c'est vrai que les images montrant le franchissement d'Erez, qui est donc le point de passage, qui est un checkpoint, qui est devenu, en fait, ça ressemble plutôt à un terminal d'aéroport. Les checkpoints aujourd'hui installés dans les territoires ressemblent à des terminaux d'aéroport où le contrôle est extrêmement lourd, pesant. Donc c'est très frappant de voir que effectivement des membres du Hamas ont traversé ce checkpoint comme s'il y avait personne, puisque semble-t-il les 3/4 des forces armées israéliennes étaient en Cisjordanie en train de protéger les colons notamment. Alors le Hamas, c'est un mouvement qui est issu des frères musulmans, qui a émergé en 1988, donc au début de la première intifada, parce que là, une partie des frères musulmans a compris que, étant donné ce qui se passait pendant la première intifada, donc un mouvement de désobéissance civile au moment où la Cisjordanie et la bande de Gaza étaient entièrement occupées par Israël, et où il y a eu cette volonté donc de se déconnecter de l'autorité israélienne, donc un mouvement à violence, de très faible violence, de très faible intensité en matière de violence, plutôt un mouvement de désobéissance civile. Les frères musulmans ont compris qu'il fallait saisir cette opportunité politique et ont créé un bras politique qui est le Hamas, qui, dans un premier temps, a refusé les accords d'Oslo, a critiqué les accords d'Oslo et s'est mis en travers du processus de paix, puisque une des raisons, c'est pas la seule, mais une des raisons pour lesquelles le processus de paix a échoué, c'est quand même les attentats suicides du Hamas commis à partir de 1994 et qui ont tué des centaines d'Israéliens, entre cette période du processus de paix et ensuite la deuxième intifada. Et donc, le Hamas a fini par jouer le jeu des élections en 2006, des élections qui étaient appelées par les Occidentaux, qui voulaient en fait renouveler l'autorité palestinienne et introduire plus de démocratie. C'est le Hamas qui a gagné les élections. Pourquoi ? Parce que l'autorité palestinienne était très largement discréditée en raison des très faibles résultats qu'elle avait obtenus sur le terrain face à Israël, en raison aussi de pratiques pas toujours très orthodoxe en matière de gestion. Donc le Hamas a remporté les élections en 2006. La communauté internationale était bien embêtée. Et depuis donc le coup de force de 2007, le Hamas gouverne à Gaza. Et les liens entre cette organisation et l'Iran, puisque l'une des problématiques, Catherine Dutu le rappelait dans la revue de presse internationale, c'est de savoir si derrière une opération qui semble être une opération d'ampleur tout à fait inédite, Alain Diekhoff, ce n'est pas tout simplement l'Iran qui est à la manœuvre, ce qui est assez surprenant parce que là aussi il faut nous rappeler l'histoire de la division entre chiites et sunnites et le rôle de l'Iran. Alors bon, je vais venir à l'Iran dans une seconde. L'Iran a vraiment un groupe qui lui est très proche, mais c'est pas le Hamas, c'est le djihad islamique. Qui a été créé au début des années 1980, après la révolution islamique. C'était un groupuscule, en fait, qui pendant longtemps faisait des attentats de temps en temps, mais n'était pas très, très puissant. C'était surtout ça, ce groupe-là, qui était soutenu par l'Iran. Donc l'Iran, qui en effet est chiite, il faut le rappeler. Le Hezbollah au Liban est chiite aussi. C'est pas le cas du djihad islamique, et c'est pas le cas non plus du Hamas, puisque la population palestinienne est à part la minorité chrétienne, sunnite. Alors, comment cela se fait-il que ces deux divisions, normalement une division importante, puisqu'elle justifie des guerres entre chiites et sunnites, comment cela se fait-il qu'il y ait là, solidarité ou pas d'ailleurs,
Alain Diekov. Tout simplement parce que l'Iran a un ennemi à deux Satans. Il y a le grand Satan, c'est les États-Unis, le petit Satan, c'est Israël. Donc ils ont toujours été anti-israéliens depuis. C'est dans l'ADN en quelque sorte de la République islamique. Et donc quand ils ont eu une possibilité de soutenir un groupe qui était assez puissant, qui était motivé, en l'occurrence le Hamas, pour l'aider, ils ont commencé à le faire. Alors de quelle façon ils l'aident exactement, c'est pas évident, parce qu'évidemment ils ne laissent pas une carte de visite. Mais il y a eu des arraisonnements de bâtiments qui venaient d'Iran, qui amenaient des armes, qui essayaient d'amener des armes, en tous les cas au large de Gaza. Donc oui, il y a des armes qui passent par là. Mais je voudrais aussi ajouter que, par exemple, pour les missiles, dont on parle beaucoup, ils ne viennent pas nécessairement de l'extérieur, parce que les Palestiniens les fabriquent eux-mêmes sur place. Il suffit d'avoir des ateliers de métallurgie, d'avoir le métal, et vous bricolez un petit peu finalement des roquettes en mettant de la poudre. C'est pas nécessairement impossible à faire, même sur place. Donc les armes ne viennent pas toutes nécessairement de l'extérieur. C'est ça que je veux dire. Surtout les missiles. Mais les composants pour les fabriquer? Eh bien, ils se débrouillent. Il y a de la contrebande aussi, qui passe par le Sinaï, c'est connu, qui passe par certaines routes sur lesquelles se trouvent. Mais je veux dire, pour faire ça, il faut des financements, il faut... Alors, il faut des financements, bien sûr, mais il faut pas... Ce que je veux dire, c'est que en tous les cas, pour les missiles artisanaux, il faut pas non plus des milliers d'euros. Si vous voulez, ça peut se faire à relativement bas coût. Mais il faut une certaine ingéniosité, ça c'est sûr. Il faut quand même maîtriser une technique, bien évidemment. Mais grosso modo, c'est pas infaisable. Les armes, évidemment, Kalachnikov et compagnie, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment de la contrebande. Question candide, rapidement, Alain Diekov. Pourquoi, dans ces conditions, l'Iran refuse-t-elle de reconnaître posément, comme on l'a entendu tout à l'heure, son implication dans ce conflit ? Ils ont tout intérêt à apparaître comme extérieurs, parce que bien évidemment, on ne voudrait pas éventuellement se prendre des coups si les Israéliens, si les Iraniens disaient clairement, voilà, on les soutient. Alain Diekov, directeur du CERI, Laetitia Bucaille, professeur de sociologie. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour continuer d'évoquer cette attaque contre Israël par le Hamas. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous sommes avec deux spécialistes du Proche-Orient, Laetitia Bucaille, professeure de sociologie, membre de l'Institut universitaire de France, et Alain Diekov, directeur du CERI Sciences Po. Alain Diekov, vous nous expliquiez il y a quelques minutes dans quelle mesure l'Iran pouvait être en partie à la manœuvre derrière le Hamas, avec là aussi une tentative de mainmise régionale, mais il faut rappeler que l'Iran est également présente par le biais du Hezbollah sur une autre frontière israélienne, la frontière avec le Liban. Peut-être nous décrire en quelques mots la situation là-bas et nous dire de votre point de vue, même si les prévisions sont difficiles, si ceci pourrait aboutir à un second front. Alors, c'est vrai que le soutien le plus évident de l'Iran dans la région, c'est le Hezbollah qui est présent au Liban depuis fort longtemps maintenant, depuis les années 80. C'est à la fois évidemment une organisation paramilitaire, une organisation qui pourvoit aussi à certains besoins de la communauté chiite, et puis c'est aussi une organisation à dimension politique. Ils ont des députés au Parlement libanais, etc., etc. Donc le lien avec l'Iran, il est avéré. D'ailleurs, on voit partout les portraits de guides de la révolution islamique dans les quartiers chiites à Beyrouth et ailleurs. Donc ça montre bien ça. Moi, ce qui me frappe, c'est que oui, potentiellement, un deuxième front est toujours possible. Mais pour le moment, je dirais, ce qui est plutôt tout à fait notable, c'est une certaine retenue. Parce qu'il y a eu quelques tirs, mais qui ont été concentrés sur une zone bien précise qui s'appelle les fermes de Sheba, qui est une zone contestée au niveau du Golan et du sud Liban. C'est très petit, ça doit faire 2 km², quelque chose comme ça. Il n'y a pas eu plus que ça pour le moment. Donc, a priori, je dirais que le Hezbollah semble plutôt sur la retenue et n'étant pas désireux de rentrer dans la danse. Tout cela dans un contexte avec un contexte libanais particulièrement difficile et précaire. Laetitia Bucaille. Oui, je crois que le Hezbollah est obligé de tenir compte de la situation au Liban et des événements qui ont précédé, puisque le Hezbollah, par le passé, a affronté Israël.
et les civils libanais en ont très largement payé le prix. Donc, le Hezbollah est quand même obligé, malgré son credo idéologique d'opposition à Israël, de tenir compte de ce qui se passe parmi la population libanaise. Des images particulièrement choquantes, Alain Diekhoff, avec des exactions perpétrées par les terroristes du Hamas qui rappellent par exemple ce qui a été fait par Daesh. Est-ce que c'est quelque chose de nouveau pour le Hamas? Est-ce que cela vise un but particulier? Ah oui, c'est indéniable qu'à cette échelle, c'est totalement inédit, hein, puisque bon, il faut quand même rappeler les chiffres, hein, sans doute entre 600 et 700 morts pour le moment, ce qui est absolument énorme. Alors dans le passé, il y a eu des attentats, bien sûr, en 94, entre 94 et 96, il y en a eu beaucoup, malheureusement, lors de l'intifada, dite Intifada al-Aqsa, entre 2000 et 2004, bon, mais qui pouvait faire parfois, c'est déjà énorme, bien évidemment, 35, 40 morts. Mais là, on a une échelle complètement différente. Entre 600 et 700 morts, énormément de civils, énormément de civils. Aussi, beaucoup de personnes prises en otage. C'est difficile de dire combien, mais sans doute une centaine au minimum, qui sont quelque part à Gaza, on ne sait pas trop où, cachés, utilisables, si je puis dire, peut-être dans le cadre d'échanges avec des prisonniers palestiniens. Enfin bref, c'est quand même une situation, totalement inédite et très traumatique, évidemment, pour les Israéliens. Laetitia Bucaille. Oui, c'est une violence qui est tout à fait choquante, qu'on peut expliquer par deux choses. Enfin, il y a deux dimensions. D'abord, c'est qu'il n'y a pas de barrière morale parmi les membres du Hamas pour perpétrer une violence contre les civils. Et aussi que ce sont, bien sûr, souvent des moyens privilégiés par des mouvements non conventionnels qui, par définition, ont bien moins de moyens que l'armée d'un État. C'est aussi ce qui frappe aussi, c'est bien sûr la cruauté et même parfois la jouissance que provoque cette violence. Alors, bon, on a deux solutions là. Soit on décide que ce sont finalement des sauvages qui agissent et que, au fond, on n'a plus qu'à les supprimer purement et simplement. Soit on essaye de comprendre, ce qui ne veut pas dire du tout justifier. Mais il faut se remettre dans le contexte là de gens. Si le Hamas trouve des combattants pour perpétrer ce genre d'action, alors c'est peut-être parce que l'Iran est derrière, peut-être parce qu'il y a des financements, mais c'est aussi qu'il y a des individus qui sont déterminés à faire des choses terribles, à s'en prendre à des civils, y compris à des enfants, des jeunes enfants, et qui vivent quand même depuis 2007, enfin, je veux dire, les gens qui ont 30 ans aujourd'hui dans la bande de Gaza ne sont jamais sortis de ces 360 km² qui vivent assiégés. En Cisjordanie, c'est un peu mieux parce qu'il y a un tout petit peu plus de possibilités de circuler. Mais enfin, la vie est terrible aussi parce que les Palestiniens sont cernés par les colonies. Les colons, aujourd'hui, avec ce gouvernement d'extrême droite, agissent un peu comme au Far West. Donc, si vous voulez, l'écrasement des Palestiniens, les conditions dans lesquelles ils vivent depuis longtemps, et eux sont persuadés d'avoir été complètement oubliés, non seulement par la communauté internationale, mais aussi par les pays arabes. Donc, il y a quand même un désespoir, un écrasement qui provoque, qui explique en partie cette réjouissance qu'on peut observer ici et là. Alain Diekhoff, il faut revenir sur la question des otages, puisque Israël a une politique particulière, avec notamment les exemples précédents, avec Ron Arad, notamment Gilad Shalit, qui ont été 2 soldats retenus en otage. Israël a payé un lourd tribut, puisque les échanges se font avec un nombre de prisonniers largement supérieur, et l'idée d'avoir 100 otages retenus à Gaza pourrait complètement changer la donne. Oui, alors je répondrai à votre question, mais je veux juste rebondir sur ce que Laetitia vient de dire. Évidemment,
l'épisode terrible qu'on connaît depuis samedi, il s'inscrit aussi dans un contexte. Bien évidemment, la violence, elle ne vient pas non plus de nulle part. Il y a cette situation un peu d'oubli de la question palestinienne par beaucoup, mais en même temps, la persistance, évidemment, du non-règlement. Hein. Et en effet, la poursuite de la colonisation depuis 1967. L'annexion rampante de la Cisjordanie. Absolument. Donc il y a plein de choses qui évidemment permettent un petit peu de contextualiser, de donner finalement une réalité à cela. Alors je reviens sur la question des otages. La grande différence, si vous voulez, c'est que auparavant, d'abord c'est le nombre. Parce qu'auparavant, il y avait parfois, souvent en général, des soldats qui étaient capturés, mais ça se chiffrait en 3 à 4. Hein. Chalit, il était tout seul pendant des années. Il a été échangé contre presque 1000 prisonniers palestiniens. Donc, on était déjà dans un contexte très, très différent. Là, et puis, on était dans un contexte où ils avaient été capturés éventuellement dans le cadre d'une opération militaire, mais après, ils avaient été échangés dans le cadre d'un accord un peu global. Ici, c'est complètement différent. Ils sont capturés dans le cadre d'une attaque terroriste. Ils sont ramenés à Gaza, on ne sait pas combien, et ils peuvent servir à plein de choses. Ils peuvent servir de bouclier humain éventuellement pour empêcher les Israéliens d'attaquer tel ou tel endroit. Ils peuvent aussi être utilisés dans le cadre d'échanges. Bref, ça change quand même beaucoup de choses du côté israélien. C'est-à-dire que ça, à mon avis, ça amoindrit un petit peu leur capacité d'agir, parce que quand même avoir tous ces otages civils pour la plupart, même s'il peut aussi y avoir des militaires, mais la plupart sont quand même des civils, bah oui, c'est quand même un sacré casse-tête. Et alors, dans ce contexte-là, ça change tout notamment pour le Hamas. Le Hamas est un mouvement terroriste décrété comme tel par la communauté internationale avec les exactions qu'on a vues ce week-end. Mais c'est aussi, Laetitia Bucaille, il faut le rappeler, un acteur politique qui est engagé dans un bras de fer avec l'autorité palestinienne et qui probablement entend justement profiter de la situation et de son mouvement pour essayer d'effacer l'autorité palestinienne ou d'avoir la suprématie politique sur elle. Oui, le Hamas et l'autorité palestinienne sont dans un bras de fer depuis 2006, hein, puisque le Hamas ayant gagné les élections, l'autorité palestinienne a essayé, au fond, d'empêcher le Hamas de gouverner. Et que, sans doute poussé par les Américains, le Fatah a tenté un coup de force pour venir à bout du Hamas. Et finalement, c'est le Hamas et ses hommes bien entraînés, bien disciplinés, qui l'ont emporté à Gaza. Et depuis, malgré les multiples tentatives de réconciliation entre ces deux parties palestiniennes, avec des interventions de l'Arabie saoudite, du Qatar, etc., malgré les accords qui ont été signés, aucun accord n'a été appliqué. Il était prévu notamment d'organiser des élections qui n'ont jamais eu lieu. Et on est certes, hein, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que les Palestiniens n'ont jamais été dans un tel état de faiblesse. C'est-à-dire que non seulement ils sont à la fois occupés, assiégés, hyper contrôlés par Israël, avec une liberté de mouvement extrêmement faible, mais en plus, en interne, il y a eu une sorte de mini-guerre civile entre le Hamas et l'autorité palestinienne, et une incapacité à se réconcilier. Donc ils sont dans une rivalité certaine, c'est-à-dire que là, l'autorité palestinienne, reconnue par la communauté internationale, apparaît encore plus aujourd'hui comme faible, parce qu'elle n'est nullement acteur aujourd'hui. D'ailleurs, on n'entend pas l'autorité palestinienne tellement réagir, sans doute elle ne sait pas trop quoi dire. Et puis, elle est vue par les Palestiniens eux-mêmes comme une instance qui coopère énormément avec Israël. Hein. En Cisjordanie, il n'y a plus de militants ou de cadres du Hamas. Ils sont tous arrêtés par Israël, mais avec l'aide de l'autorité palestinienne. Enfin, il y a les déclarations de Mahmoud Abbas qui, elles, ne sont pas toutes en faveur d'Israël, dont certaines récemment encore relevaient de l'antisémitisme pur et simple. Oui, mais
au fond, ce sont, bien sûr, mais enfin, il est dans une impotence totale. Et en tout cas, sur le terrain, à partir du moment où il y a eu ce divorce entre le Hamas et l'autorité palestinienne, entre Gaza et la Cisjordanie, les services de sécurité palestiniens ont été extrêmement coopératifs avec les services de sécurité israéliens en donnant toutes les informations nécessaires sur les militants islamistes. Donc il y a eu une espèce d'évolution vers davantage de coopération. Alors les services de renseignement, là aussi c'est la question qui se pose et qui est largement posée aujourd'hui dans le Haaretz, je l'ai sous les yeux, comment le renseignement israélien, qui est réputé être particulièrement avisé et particulièrement bien renseigné, a-t-il pu ne pas savoir qu'une telle offensive allait être lancée, Alain Diekhoff ? Alors évidemment, je n'ai pas la réponse, mais oui, le constat, c'est difficile de ne pas faire ce constat, c'est-à-dire que les services de renseignement, à la fois donc les services de sécurité intérieure et les renseignements militaires, donc les deux instances qui s'occupent de ce genre de choses, ont à l'évidence, disons, c'est passé sous le radar, quoi. Alors que évidemment, vu l'envergure de l'opération menée par le Hamas, ils ont dû préparer ça depuis de longs mois. Donc c'est passé, ils sont passés à travers, quoi. Ils n'ont pas vu que quelque chose d'aussi important se préparait. Je pense aussi que il y a quelque chose qu'il est difficile de mesurer, mais qui sans doute a joué aussi bien au niveau des services de renseignement que sans doute de l'armée. C'est un peu une sous-estimation de l'adversaire. Je pense qu'ils n'ont pas imaginé que le Hamas serait en mesure de faire une opération concertée avec des centaines de combattants, qu'ils avaient l'illusion aussi. Et là, il y a un parallèle. Moi, je me méfie un petit peu, le parallèle qui circule beaucoup, la guerre de Kippour. Oui et non, sauf que la guerre de Kippour, c'était une guerre classique. C'est très différent. Mais il y a une chose qui est vraie, c'est qu'en 73, donc entre l'Égypte et Israël, sur la péninsule du Sinaï, les Israéliens étaient persuadés que la ligne qu'ils avaient construite, qui était une sorte de ligne Maginot, qui s'appelait la ligne Bar-Lev, du nom du ministre de la Défense, était imprenable. Donc elle était sous-staffée. Ils avaient un bonhomme tous les, je sais pas quoi, 500 mètres, et les Égyptiens ont fait renverser cette ligne en une heure. À mon avis, c'est passé la même chose là. C'est-à-dire que les Israéliens avaient l'illusion que cette barrière soi-disant super sophistiquée, qui était aussi souterraine, avec des capteurs, je sais pas trop quoi, était une sorte de parade absolue. Et donc, je pense aussi qu'il n'y avait pas suffisamment de personnes qui la surveillaient. Donc ça a fait que, avec des gens décidés, des centaines de combattants, finalement, avec une opération qui était pensée, ils ont réussi à la renverser. Et ça, je crois, parce qu'il y avait une sous-estimation un petit peu psychologique de ce que l'adversaire était en mesure de faire. Laetitia Bucaille. Oui, il y a une adaptation aussi des mouvements non conventionnels, c'est-à-dire que ils ont bien compris que ce qu'ils essayaient depuis des années, finalement, était limité. C'est-à-dire que ce que le Hamas a fait depuis des années en gouvernant Gaza, c'était de lancer des roquettes, ce qui menait après à des représailles israéliennes, des bombardements bien plus importants. Bon, là, il y a effectivement une audace tout à fait particulière pour inventer quelque chose de nouveau et passer effectivement sous les radars des services de sécurité. Mais là aussi, c'est-à-dire que d'une part, ce mouvement peut aussi apprendre au fil du temps à, je sais pas, ne plus utiliser les téléphones portables, aller en vélo, donner des informations, etc. Je crois que là, les Palestiniens sont parfois en mesure de comprendre comment est-ce que tout ça fonctionne et à utiliser des moyens beaucoup plus rudimentaires pour échapper à tout ça. Et je crois qu'en Israël, il y a quand même une illusion qu'on peut résoudre la question palestinienne et les problèmes qui se posent à Israël par la technologie, comme si la technologie allait venir à bout de problèmes politiques. Donc il y a cette illusion que la sécurité, les services de renseignement, la sécurité peut résoudre à l'aide de la technologie
une question politique. Et là, on voit que ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça. Ou ça fonctionne pendant longtemps comme ça, mais à un moment donné, il y a une faille et que donc ses adversaires s'engouffrent dedans. La situation politique en Israël est particulièrement confuse parce que d'un côté, Netanyahou est critiqué vertement pour ne pas avoir assuré la sécurité d'Israël alors que lui-même insistait sur le fait qu'il pouvait et qu'il était seul à apporter la sécurité en Israël. Et dans le même temps, Alain Diekhoff, les appels à l'unité nationale pourraient sauver cet homme qui a un certain nombre de casseroles attachées à sa carrière. Oui, alors ça, c'est sûr que c'est un camouflet pour Netanyahou qui se targuait toujours d'être celui qui serait en mesure de garantir la sécurité d'Israël. Donc là, on voit que c'est un zéro pointé. Ben, ce qu'il faut aussi dire, c'est que le gouvernement qu'il a constitué, donc il y a à peu près un an maintenant, il y a aussi tout simplement certains responsables qui sont des gens incapables. Itamar Ben-Gvir, là, le suprémaciste qui est responsable de la sécurité intérieure en Israël, donc de la police et toutes ces choses-là, il est tout simplement incompétent. Donc évidemment, si vous avez un gouvernement où une partie des membres sont obsédés, ce qui est son cas à Ben-Gvir, par le Grand Israël, par la nécessité de renforcer autant que faire se peut encore la colonisation, mais qui se désintéresse un petit peu de la sécurité intérieure, bah oui, c'est pas exactement l'idéal pour être prêt quand votre ennemi attaque. Donc, alors, par exemple, ce qu'on a appris, pour donner un exemple de cela, c'est que 3 des bataillons du Sud qui devaient protéger donc la frontière de Gaza ont été appelés pour protéger des colons qui étaient en train de prier en Cisjordanie et donc n'ont pas pu remplir leur rôle. Ah bah ça, c'est pas du tout surprenant parce qu'il y a eu un peu une redistribution au cours de l'année des divisions de l'armée où il y en a beaucoup plus aujourd'hui en Cisjordanie qu'il n'y en avait il y a encore 3 ans, parce que d'une part la situation en Cisjordanie elle-même s'est dégradée. Il y a eu énormément de violence depuis le début de l'année 2023, près de 250 Palestiniens tués. Donc ça montre que le niveau de violence est un niveau de violence qui n'avait pas été atteint depuis 2005, hein, depuis la fin de la deuxième intifada. Et donc ça veut dire que les colons qui sont quand même 250 000, là je ne parle pas de Jérusalem-Est, on est obligé de les protéger. Donc vous les protégez avec des soldats qui, du coup, peuvent pas être, évidemment, sur d'autres terrains. C'est assez logique. Mais c'est un paradoxe sur lequel il faut insister, que la colonisation, donc c'est ce que dit le Haaretz, qui est un journal de gauche, qui considère que la colonisation met Israël en péril. Bah, quelque part, c'est indéniable. Comme, là, vous le voyez un peu concrètement, c'est-à-dire d'un point de vue purement opérationnel. Oui, c'était aussi une des raisons qui, sans doute, expliquait le désengagement en 2005 de la bande de Gaza. C'est-à-dire que c'est Ariel Sharon qui a organisé le retrait des forces armées israéliennes de la bande de Gaza. C'est apparu comme un geste de bonne volonté à l'égard de la communauté internationale. Mais en réalité, ça servait aussi et surtout une intention très claire d'Israël, c'est d'étendre sa mainmise sur la Cisjordanie. Parce que pour les Israéliens, pour une partie des Israéliens, ce qu'ils nomment la Judée-Samarie, c'est extrêmement important pour eux. Et voilà, hein, les colonies. Il y avait aussi le fait que les Israéliens à Gaza étaient des cibles et que la situation était difficilement tenable pour les armées. La situation n'était pas si difficile pour eux, ça s'est pas si mal passé que ça. Bien qu'ils aient été disséminés en plusieurs ponts, mais il n'y a pas de site historique, il n'y a pas de site religieux à Gaza, il n'y a pas d'eau, donc il n'y a pas tellement de raison qu'il y ait 3000 colons israéliens qui restent là-bas. Mais c'était une façon de se redéployer en Cisjordanie. Mais parce que maintenant, la question qui est posée, et Netanyahou va être mis sous pression par la frange la plus droitière de son gouvernement, Alain Diekhoff, c'est de savoir s'il faut à nouveau qu'il y ait une intervention à Gaza, une intervention terrestre à Gaza, une présence permanente d'Israéliens à Gaza. Présence permanente, j'y crois pas trop, mais en effet, une intervention terrestre, c'est vraisemblable. Mais encore faut-il savoir quel est le but exact de l'opération qui va engager. Est-ce que c'est, détruire des infrastructures, tuer des cadres du Hamas, etc., comme ils l'ont déjà fait dans le passé? Si c'est ça, ça risque de tout simplement leur permettre de gagner un peu
un peu de sérénité pendant quelques mois, mais ça ne règle strictement rien sur le fond. Est-ce qu'ils veulent aller plus loin et carrément renverser le Hamas? Je n'en sais rien, je ne suis pas dans le secret, mais là ce serait beaucoup plus ambitieux et certainement beaucoup plus compliqué. Donc je pense que, et surtout encore une fois avec les otages que le Hamas détient par ailleurs. Un mot de conclusion, Laetitia Bucaille, est-ce que on peut redouter aujourd'hui un embrasement supplémentaire ou au contraire est-ce que... Je crois qu'à l'intérieur des frontières des territoires palestiniens et d'Israël, ça risque de dégénérer encore davantage. On risque d'avoir des affrontements intercommunautaires en Israël, entre Palestiniens d'Israël et Juifs d'Israël. C'est un risque. En Cisjordanie, à Jérusalem aussi. Et voilà, la situation est terrible, mais elle risque de dégénérer encore. Des vengeances, des règlements de compte, violence de part et d'autre, avec... voilà, une violence à travers les bombes, beaucoup sur la bande de Gaza, mais aussi d'autres formes certainement. Alain Diekhoff, un mot de conclusion. Oui, malheureusement, je peux difficilement être beaucoup plus optimiste parce que je crois qu'en effet, on est un peu à un tournant, à un nœud. Bon, ce qu'on peut évidemment espérer, c'est un peu rituel parce qu'on l'a déjà espéré tant de fois, évidemment, jamais rien n'est venu, c'est que du mal puisse sortir un bien, c'est-à-dire que le seul bien possible, ce serait une relance politique, diplomatique. Merci Alain Diekhoff, directeur du CERI Sciences Po. Merci Laetitia Bucaille, professeure de sociologie. Dans quelques secondes, le point sur l'actualité, puis mes camarades Lucille Como et François Saltiel.